Bonjour Victor. Bonjour Florian. Et bonjour au grillon de Victor qui est dans la chambre actuellement et qui est en train de crier. Peut-être qu'on l'entendra à l'enregistrement. C'est pas grave, ça rapportera un petit peu de campagne dans l'enregistrement du Courrier de la Sterne. On revient évidemment non pas sur les grillons, mais sur nos faits ornithologiques de cette semaine. Bon alors, est-ce que je demande comment va le grillon du coup? Bah écoute, il a l'air de se porter très très bien. Il chante beaucoup trop. En tout cas, beaucoup plus que ce qui est tolérable. Mais bon, on essaiera de faire avec. Hein. Il y a un lézard, c'est ça? Bah oui, j'ai un lézard dans ma chambre, mais là, il est dans un terrarium, il pourra pas le chasser. C'est bien malheureux. Ah, grosse erreur, hein. Ah oui, malheureusement. Ah là là, bon, on n'est pas là pour parler de lézards, même si c'est très intéressant. On va parler d'oiseaux. Et aujourd'hui, on a, à vrai dire, plutôt deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je sais pas si tu veux commencer par parler de la tienne. Bah, une mauvaise nouvelle, oui, oui, en quelque sorte. Je voulais parler de la barge Parle, à queue noire. on parle d'une disparition quand même de l'oiseau. Je parlais pas Du déclin. Je parle du Le déclin, déclin. oui, c'est ça, tout à fait. Le Pas déclin. réellement d'une disparition. Alors, c'était aussi pour parler un petit peu de l'état des lieux de cet oiseau, ce qui est dans une situation assez particulière en France. Euh, donc, bon, on va peut-être le présenter avant un petit peu. La barge à queue noire, ou Limosa limosa de son nom latin, qui Ah, est je connais. Ah, je un... savais pas. Pardon? Ah, je savais pas que c'était un nom aussi, Aussi particulier, ou aussi aussi banal. particulier. Ouais. Ouais, et ben Limosa limosa, oui, il me semble que ça veut dire barge en latin, mais il faudra... Je suis pas Ok. sûr du tout. C'est un limicole qu'on trouve donc sur les côtes, c'est-à-dire un petit oiseau à longue patte qui va chasser dans la boue, qui va trouver sa nourriture dans la boue et qui va fouiller sur nos côtes, sur les côtes maritimes et aussi dans les points d'eau proches des côtes. C'est un oiseau qui est actuellement en déclin, déjà dans le monde, mais en particulier en Europe, qui est un des cœurs de sa population mondiale finalement. Alors les infos dont je vais vous relier sont extraites d'un thread de Guillaume Louernos sur Twitter, qui est d'ailleurs mon ancien prof de chimie de la matière en licence, et que je vous invite à Hmm, suivre parce qu'il publie plein de trucs sur l'écologie, sur les oiseaux, à propos de la chasse, de l'énergie, etc. Donc c'est très intéressant. effectivement. On mettra son Euh, Twitter en description. Tout à fait, et puis on mettra aussi le lien du thread pour que vous puissiez aller le consulter si vous en avez envie. Il y aura plus d'informations, là j'ai un petit peu résumé ce qui était dit. J'ai dit qu'en Europe c'était un oiseau menacé. Effectivement, il est classé NT sur la liste rouge mondiale de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. NT c'est Near Threatened en anglais, ou quasi menacé. Ce classement mondial masque malheureusement un peu la situation sur le continent européen qui est assez complexe. Il faut savoir qu'en Europe, on observe deux sous-espèces différentes. La sous-espèce type Limosa, donc Limosa limosa limosa, de la barge à queue noire, et la sous-espèce Islandica, qui, comme son nom l'indique, niche quasi exclusivement en Islande, un petit peu aussi sur les îles Féroé, et un petit peu aussi sur les côtes suédoises, si je ne me trompe pas. L'effectif de cette dernière est en augmentation sur toute son aire de répartition. Donc pour celle-ci, tout va bien. Mais c'est pas du tout la même chose pour la sous-espèce type, qui est celle qu'on voit chez nous, en France, et en Europe, en partant des îles britanniques jusqu'en Russie. Énorme aire de répartition, comparée à l'autre sous-espèce. Le nombre de couples nicheurs de cette dernière, la sous-espèce type, ainsi que leur présence est en chute libre, notamment aux Pays-Bas ou en France. Je vais t'envoyer et vous pourrez voir aussi, chers auditeurs, si vous regardez sur YouTube le courrier de la Sterne, la carte qui montre l'évolution des couples nicheurs en France en fonction des départements. Et donc, on peut voir C'est pas ouf, hein. que c'est pas ouf du tout. Entre 95 et 2014. Est-ce que et tu sais pourquoi euh, des oiseaux? Alors je sais plus quel est le département, mais c'est pas loin des Alpes. Est-ce que tu sais pourquoi on avait une population de barges dans cet endroit-là?
Pas Ah, du peut-être. tout, mais je suspecte beaucoup de la présence de lacs ou de grands lacs sur lesquels elles peuvent se reproduire. Ok. Mais comme on peut le voir, malheureusement, l'effectif est en chute libre et en 2014, il restait déjà plus que deux couples. Donc je sais même pas s'il reste encore une population nicheuse là-bas. Et plus généralement, en France, les effectifs, comme tu l'as dit, sont pas fous du tout, se cassent complètement la figure. Et l'oiseau a même disparu de certains départements. Alors je voudrais pas faire mon chauvin de base, mais on observe bien que la zone où on a le plus grand nombre de couples nicheurs et où on a le plus grande augmentation euh, est effectivement la Vendée. Euh, euh, et Ouais, fais pas euh, ton chauvin. Ouais, ouais. mais non, 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 je ne m'abaisserai pas à faire mon chauvin de base, même si Trop bon, tard. on est un petit peu les meilleurs. Et c'est vrai Oui, 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 que mais ça dépend quoi, hein. ça dépend sur quoi, oui, probablement. Et c'est vrai que lorsque je faisais des sorties ornitho sur la côte, on en voit énormément partout et j'étais assez étonné que l'espèce soit classée sur l'IUCN. En France aussi, elle est classée localement, elle est classée VU, c'est-à-dire vulnérable, un Mhm. niveau de danger au-dessus de NT. Pour plusieurs raisons, et notamment le fait que la population française niche sur des zones qui sont menacées de dégradation. Aussi, on a une perte de couple nicheurs, comme on a pu le voir sur les trois différentes cartes. Et l'espèce accuse le coup notamment de la pollution, de la prédation, de la chasse et du braconnage. Alors pour cette dernière raison, pour ces deux dernières raisons, on sait que le prélèvement en France des deux sous-espèces est totalement différent, déjà. La sous-espèce Islandica, qui n'est pas nicheuse et qui se porte très bien, est prélevée entre 10 et 15 000 individus chaque année, alors que la sous-espèce type Limosa est prélevée d'environ 150 individus chaque année, ce qui fait environ Ah ouais. 0,08% de la population totale, ce qui est assez négligeable. Ce qui est important de le dire parce que on a tôt fait quand même d'accuser la chasse de tous les malheurs. Alors elle a énormément de casseroles, je dirais pas le contraire, mais il est quand même important d'observer les chiffres et on observe bien que là, l'impact est minime. Or, la France a quand même décidé de suspendre la chasse de la barge à queue noire pour l'année 2022-2023. Et on peut se poser la question de pourquoi, puisque les chiffres sont connus, on sait que l'impact est négligeable. Et bien en fait, il y a deux raisons principales. D'une part, pour mieux comprendre les effets de cette suspension sur les populations, sur la révolution dans le pays, et aussi pour accompagner un effort international, notamment l'effort qui est fait en Afrique occidentale, via un accord, l'AEWA, que je ne me risquerai pas de prononcer, dont je ne risquerai pas de prononcer le nom complet, mais vous pourrez observer, c'est un accord qui permet la lutte contre la chasse et le braconnage des oiseaux qui migrent entre l'Europe et l'Afrique. Donc c'est Ok. un accord qui est exclusif à ça. Et dans cet accord, C'est un accord entre les pays d'Afrique occidentale, des pays entre d'Afrique tous les du pays Nord. d'Afrique qui ratifient et tous les pays d'Europe qui ratifient, tout Ok. simplement. Mais il y a combien de pays qui ont ratifié du coup? Il y en a pas mal. J'ai pas le chiffre sous les yeux, Ok. mais il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont ratifié. Il y a aussi pas mal de pays d'Europe. Après, reste à mettre en place aussi, et c'est comme tous les accords Bien qu'on sûr. signe. Ouais, les C'est bien. ratifications, c'est une chose, Voilà, mais les actes exactement. en sont une autre. Exactement, c'est bien beau de ratifier l'accord, mais s'il n'y a aucune action Coucou sur le la COP terrain, 21. décidément, on dénonce durant ce courrier de la Faut dire Sterne. ce qu'il en est. Faut dire ce qu'il en est. Il y a eu, je Bah sais oui, plus bien combien de sûr. pays qui l'ont signé, et pourtant, on en est toujours au même point. Donc, Et pourtant, ouais, on est en train de se cramer la gueule actuellement en France, comme pas possible, bien qu'il faille pas confondre météo et climat, hmm. mais on s'égare. Donc, pour revenir à la chasse, au braconnage et à la barge à notre barge, en fait, la chasse en France pourrait avoir un impact assez particulier, qui n'est pas réellement quantifié actuellement. C'est tout simplement le fait que les barges pourraient migrer plus tôt à cause du dérangement et de la chasse des individus qui nichent, pardon, parce que une nidification qui rate, c'est une nidification avortée, et cela fait avancer le moment où elles repartent en Afrique pour se nourrir et pour... Y a pas de deuxième une enfin une année ratée, c'est visiblement pas. Visiblement pas. incroyable. Euh, Ok. une année ratée, c'est... bah oui, c'est ça, c'est la barge, le couple de barges repart en Afrique ensuite plus tôt.
Parce que inutile de s'attarder à cet endroit-là s'il n'y a plus de nidification. Et ce départ plus tôt va provoquer des conflits avec les agriculteurs ouest-africains, puisque les barges vont s'installer dans les rizières et se nourrir des grains de riz là-bas et provoquer des destructions dans les champs. Alors, est-ce que c'est des destructions qui sont massives ou pas? On n'a pas réellement d'informations, mais on sait qu'en tout cas, c'est des destructions suffisantes pour déranger les agriculteurs du coin, puisqu'on estime qu'on pourrait perdre chaque année environ 5% de la population locale qui va se nourrir dans l'ouest de l'Afrique, ce qui est absolument énorme, ce qui est massif. Et 5% chaque année, c'est un déclin continu, et ça pourrait peut-être expliquer les courbes d'évolution de la population qu'on observe en ce moment. Donc pour conclure sur tout ça, la sauvegarde de la barge à queue noire, c'est, vous me pardonnerez l'expression, mais un joyeux bordel, avec énormément de ficelles. Et il va falloir d'abord dépêtrer tout ça, et il va nous falloir du temps et des gens compétents pour pouvoir régler tous les soucis et avoir toutes les clés en main pour pouvoir correctement protéger cette espèce. Et c'est ce qu'on expliquait avec Denis Ray lors du précédent épisode, où on est revenu longuement sur le pourquoi la pigriache à poitrine rose disparaît. Et on se rend compte qu'en réalité, le problème, il est bien plus lié aux pratiques réalisées en Afrique plus que chez nous. Alors ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas 100%, 0% responsable de ce qui se passe, mais ça montre que la disparition des oiseaux peut être causée par plein d'événements, par plein de facteurs différents, et que généralement il faut changer de perspective pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de la disparition de chaque espèce. Parce que des fois ça s'explique très facilement, des fois c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. J'étais tombé sur une étude sur les oiseaux du Costa Rica, j'en parlerai vite fait puisque je ne l'ai pas lu, où il montrait que la population de certains individus dans des forêts qui étaient préservées, donc qui avaient été vierges de toute activité humaine, etc., certaines populations avaient baissé de 90%. C'est absolument énorme. 90%. Alors on pense que c'est le réchauffement climatique, ce qui pourrait expliquer certaines choses, mais la vérité c'est qu'on ne sait pas, et ça se trouve on va peut-être découvrir d'ici 5-10 ans que c'était absolument pas du tout la cause du réchauffement climatique, et que c'était peut-être complètement autre chose qui a fait switcher... la population de certaines espèces d'une population très stable et qui se renouvelle régulièrement à une population quasiment menacée d'extinction, quoi. Donc même dans ces pays-là où on a on va dire une certaine préservation de la nature, parce que bon, le Costa Rica c'est quand même l'un des pays où la préservation de la nature est la plus forte et la plus sensée, on a des disparitions d'animaux, pas que d'oiseaux, qu'on n'arrive possiblement pas à expliquer, et il va nous falloir peut-être plusieurs dizaines d'années pour comprendre le pourquoi du comment, et ça se trouve dans quelques dizaines d'années ces animaux ont disparu sans que l'on sache pourquoi ceux-ci se sont mis drastiquement à chuter, quoi. Mais généralement en biologie c'est rarement un seul facteur qui affecte ce qu'on observe. C'est très généralement multifactoriel, et c'est pour ça qu'il va être aussi important dans les années futures de créer des accords avec les pays africains comme l'AEWA, et de travailler avec eux sur le terrain, parce que visiblement l'avenir de beaucoup d'espèces d'oiseaux européennes, en tout cas les espèces migratrices, réside aussi en grande partie dans ce qu'on en fait en Afrique. Oui, clairement. On en parlait justement avec Denis Ray, où justement il fallait établir des chartes, hein, même si on l'a pas spécialement exprimé dans l'épisode, mais en tout cas ça laissait entendre en filigrane qu'il fallait réguler au mieux les différentes prises et les différentes chasses qui étaient réalisées de certains oiseaux, et notamment la pigriache à poitrine rose, pour citer l'exemple qu'on a évoqué lors du précédent épisode. Oui, tout à fait. Mais on espère en tout cas que les pays trouveront des accords plus tard. Et il y a quand même la possibilité d'être optimiste sur le futur. Il faut l'être. Il y a beaucoup de travail qui est effectué sur ces espèces-là. Les professionnels sont au courant, bien sûr, de ces chiffres-là. Et on a beaucoup de personnes très compétentes qui travaillent sur ce sujet. Donc restons optimistes là-dessus.
Parlons de personnes compétentes. Je vais très bonne transition. Je vais parler de mon sujet, qui est aussi un sujet malheureusement qui va concerner, alors pas la disparition d'oiseaux pour le coup, mais la disparition d'un centre d'études. On va y revenir dans quelques instants. Est-ce que tu sais qui est Nicolas Clayton, mon cher Victor? Le nom me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Alors Nicolas Clayton, c'est une sommité dans le monde de l'ornithologie. C'est une psychologue qui a fondé le laboratoire de comment dire, le Comparative Cognition Lab. Je voulais le dire en français, mais finalement je le dirais plutôt en anglais. C'est un laboratoire qui se situe à Cambridge. Et dans les années 2000, le psychologue Nicolas Clayton a commencé à réaliser des études sur les corvidés. Elle a réalisé des études avec les geais, elle a réalisé des études avec les corbeaux, et ça a été l'une des toutes premières personnes, je dirais, à redorer le blason des animaux, entre guillemets, qu'on pensait bêtes, en montrant en réalité que les oiseaux, et en particulier les corvidés, étaient des animaux extrêmement intelligents. Donc le premier travail qu'elle a réalisé, c'est en 1998, une publication qui s'appelle Episodic Like Memory During Catch Recovery by Scrub Jays. Donc en gros, montrer que les jets des chênes, puisque c'était des jets des chênes qui étaient utilisés dans cette étude, avaient une certaine mémoire pour retrouver la nourriture qu'ils avaient cachée. Vous le savez sans aucun doute si vous écoutez le Curieux de la Sterne, et si vous ne le savez pas, c'est pas très grave, mais les oiseaux sont capables de cacher de la nourriture pour s'en servir plus tard. Les corvidés font ça, les mésanges font également ça, les pics font ça, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui font ça, c'est pas uniquement l'apanage des corvidés, et c'est l'une des toutes premières personnes, Nicolas Clayton, qui a montré justement que ces oiseaux étaient capables et de cacher de la nourriture et de se rappeler de où ils l'avaient mise. Ils ont fait énormément d'études, toujours encore une fois sur les caches de nourriture, sur les comportements des oiseaux vis-à-vis des souvenirs passés et lointains qu'ils pouvaient avoir dans ce fabuleux laboratoire donc de l'université de Cambridge. Mais malheureusement, eh bien, ce laboratoire va fermer. Il va fermer tout simplement parce que les subventions que le laboratoire obtenait chaque année, eh bien, n'ont pas été renouvelées par le Conseil européen de la recherche. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Royaume-Uni a fait cession avec le Brexit. Et donc, forcément, les financements des universités ont été coupés. Et sans bienfaiteur, le laboratoire de Madame Clayton et de ses collaborateurs, on aura l'occasion de revenir notamment sur deux d'entre eux, eh bien, malheureusement sont en sursis avec des oiseaux qui malheureusement et des études qui malheureusement ne seront peut-être plus réalisées. Donc voilà, j'ai cité quelques expériences qui avaient été menées. Il y a le mari de Nicolas Clayton qui s'appelle Nathan Emery, peut-être que tu le connais, qui a écrit un fabuleux livre qui s'appelle L'étonnante intelligence des oiseaux, que je vous invite à lire, qui est absolument exceptionnel. On apprend énormément de choses vis-à-vis des corvidés et vis-à-vis des autres oiseaux. C'est un livre un peu technique, j'en conviens, donc c'est pas forcément un livre accessible au grand public, mais c'est un livre qui néanmoins vaut énormément le coup d'œil, donc ces différents collaborateurs vont se retrouver sans possibilité de réaliser des expériences. Il y avait donc des expériences qui ont été publiées dans des grandes revues scientifiques, hein. On parle de New Scientist, on parle de The Science, on parle de Nature, donc on parle d'un grand laboratoire appartenant à une grande université, quand même Cambridge, hein, qui est en proie à des études, à des soucis financiers. L'un des personnages de ce laboratoire, qui s'appelle Henry G, j'espère que je prononce bien son nom, est même rédacteur en chef du journal Nature, donc c'est pas n'importe qui d'une certaine manière dans le monde scientifique. Dans le monde scientifique, même si évidemment il peut y avoir des dérives, ceci, cela, mais on n'aura pas spécialement besoin de revenir là-dessus.
Et le travail de toutes ces personnes, je peux citer également Alex Thornton de l'université d'Exeter, qui avait notamment publié en 2014 une étude sur la pie bavarde, montrant par A plus B que celle-ci n'était pas voleuse, contrairement à ce que la légende le disait. Eh bien, ce laboratoire d'études va sans doute fermer. Donc il y a eu une lettre ouverte qui a été signée par 358 universitaires pour sauver, entre guillemets, ce laboratoire. Voilà, les différentes personnes ont parlé de vandalisme scientifique, d'auto-sabotage monumental, de manque d'intelligence pour certains. Il serait quasiment pour certains impossible de créer ce qui a été fait dans le laboratoire, parce que évidemment c'est très coûteux de recréer un laboratoire, de avoir à nouveau des personnes pour travailler dedans, d'avoir des outils pour travailler également dedans. Donc c'est un... Avec le Max Planck Ornithology qui lui est en Allemagne, c'était le seul laboratoire qui pouvait, entre guillemets, évaluer la cognition, entre guillemets, des animaux. Alors pourquoi étudier la cognition des oiseaux ? Tout simplement pour faire des recherches également sur notre propre cognition à nous, pour montrer que ce que nous prenons comme acquis, à savoir pour certains être les animaux les plus intelligents, n'est pas le cas, et que d'autres animaux sont capables de faire les mêmes choses que nous, voire peut-être dans certains cas mieux. Mais voilà, il faudrait entre 300 000 et 500 000 livres sterling pour conserver les oiseaux, ne serait-ce que les oiseaux, pendant encore 5 ou 6 ans. Il y a eu des offres partielles qui ont été comment dire, qui ont été étudiés, mais ça a jamais été confirmé. Et donc voilà, c'est une très très mauvaise nouvelle, à la fois pour la communauté scientifique, parce que s'il y a ce laboratoire qui a ces problèmes-là, on peut supposer qu'il y a d'autres laboratoires dans d'autres domaines de la science, et peut-être même dans d'autres domaines tout court, qui peuvent avoir ces problèmes désormais. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'ornithologie qui perd l'un de ses fleurons au niveau de tout ce qui était éthologie et comment dire, et intelligence animale. Donc grosse mauvaise nouvelle, gros temps qui s'annonce avec la fermeture de ce laboratoire, comme je l'ai dit, qui a vu sortir quelques études formidables. Une autre étude que je peux citer, c'est l'utilisation de l'est dans l'eau pour pouvoir faire remonter la pression de l'eau et pour pouvoir faire remonter le liquide et ainsi récupérer de la nourriture, par exemple. Donc on peut le dire, c'est une énorme tragédie pour la communauté ornithologique que nous représentons. Ouais, c'est vrai que c'est terrible, mais c'est un phénomène qui, j'ai l'impression, est assez généralisé au final en Europe. En France, c'est la même chose. Il y a un gros souci au niveau de financement des études, même de la recherche en général. Parce qu'ici, c'est juste cantonné, ce dont on parle, c'est juste cantonné à l'ornithologie, mais en France, on sait très bien qu'il y a un gros souci de récolte de financement pour la recherche, et ça va affecter, durant les années qui viennent, beaucoup les connaissances qu'on va pouvoir acquérir dans énormément de domaines. Et rien que l'ornithologie aussi, en France, a été énormément affectée, puisqu'il me semble, dans les années 80-90, le directeur du CNRS a changé. Et c'était quelqu'un qui travaillait vachement plus au niveau moléculaire, ce qui est pas un mal en soi, mais du coup, via la préférence du directeur du CNRS, les préférences de financement ont été changées et la quasi-totalité des laboratoires qui faisaient des recherches en éthologie, en conservation, etc., ont changé leur approche pour intégrer tout ou partie de molécules et d'approches moléculaires dans leurs études. Donc, il ne faut pas oublier aussi le côté pluridisciplinaire. Et là aussi, on perd un pan de la recherche en Angleterre. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays européens, mais visiblement... Ben justement, j'allais dire, on a eu 3 tragédies cette année, parce que on a donc cette fermeture de laboratoire, mais on a aussi les ponts coupés avec l'Ukraine et avec la Russie. Parce que les laboratoires d'Ukraine ne fonctionnent plus, et la Russie, on a coupé les ponts avec elle, alors que c'était l'une des comment dire, notamment au niveau des oiseaux migrateurs, l'un des pays qui fournissait le plus d'informations aux ornithologues concernant les tracés des oiseaux migrateurs et des oiseaux de bord de mer, avec tout ce qui va constituer le nord de la Sibérie et même au-delà. Donc oui, cette année, c'est vraiment une année très compliquée pour l'ornithologie.
sur le point de vue mondial par la perte de ces deux entités plus l'Ukraine, mais qui n'a, sans lui manquer de respect, sans manquer de respect à nos collègues ukrainiens, mais c'était des laboratoires beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins je sais pas comment terminer cette phrase, mais c'était des laboratoires où il y avait beaucoup moins de grosses études qui étaient réalisées par rapport aux moyens qui étaient mis en place par l'université de Cambridge et par la Russie. Donc non, vraiment, on peut se poser la question de savoir si ça va pas en cascade entraîner d'autres choses, d'autres laboratoires dans leur chute, quoi. Pas uniquement qu'en ornithologie, hein. Le fait que le Brexit ait frappé va peut-être aussi couper les ponts de certains chercheurs avec certains laboratoires, et l'obtention de financement ou d'informations va peut-être, on peut l'imaginer, peut-être plus difficile à avoir. Pour le coup, là, il faudra un véritable scientifique pour répondre correctement à cette question, puisque je ne suis pas expert et je pense que toi non plus, tu ne l'es pas spécialement sur la question. Mais je pense que ça va forcément, à long terme, occasionner des problèmes. Tout à fait, c'est absolument terrible. L'avenir s'annonce peut-être un peu sombre pour le monde de la recherche. Mais il faut. S'il n'est pas déjà, tout à fait. Après, ça dépend des domaines. En astrologie, en astronomie, on fait des trucs incroyables. Tout à fait. Mais pour ce qui est du domaine qui nous concerne, dans le cadre du courrier de la Sterne, malheureusement. Je propose qu'on fasse un truc qui s'appelle le courrier des étoiles. Peut-être qu'on aura plus d'opportunités futures pour développer l'émission. Écoute, moi je pense qu'on tient le bon filon là. À partir de la semaine prochaine, on va parler que des étoiles. Bon, en tout cas, deux sujets on va parler pas forcément les plus réjouissants, mais toujours très intéressants comme chaque semaine. Et non, malheureusement, pas toujours réjouissant, mais il en faut aussi. Le courrier de la Sterne est là pour parler de tout ce que l'on peut trouver sur le monde de l'ornithologie. Et on espère quand même, comme je l'ai dit, il y a une possibilité de financement, donc peut-être que le laboratoire sera sauvé. On suivra évidemment ça avec grand intérêt. Mais voilà, c'est un laboratoire extrêmement important, ne serait-ce que pour vous donner une idée. 2021, c'est leur dernière étude. Ils ont fait de la magie avec des jets d'échelle. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Alors le pitch est assez dingue. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est incroyable. C'est les gens comme ça qu'il nous faut en ornitho. C'est les gens comme ça qu'il nous faut. Bref, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.